John Locke a bien analysé toutes les facettes de l'obstination intellectuelle. Même s'il n'utilise pas l'expression de vertu et de vice intellectuel, mais parle de disposition, d'habitude, de tour d'esprit, c'est bien ce à quoi il fait référence quand il décrit les différentes manières d'acquérir les bonnes dispositions pour conduire notre esprit comme il faut, pour corriger ses mauvaises orientations. Ces remarques à ce sujet se trouvent dans 2 ouvrages peu connus, De la conduite de l'entendement et Quelques pensées sur l'éducation. Ces ouvrages décrivent la manière dont se forge notre caractère intellectuel. Dans Quelques pensées sur l'éducation, Locke condamne une forme d'obstination. Il s'agit de l'obstination propre à certains enfants et qui constitue une forme de perversion de leur volonté. C'est une faute morale qui doit être sévèrement punie. Pour Locke, c'est d'ailleurs la seule faute pour laquelle les enfants doivent être battus. L'obstination est une rébellion ouverte, un irrespect manifeste de l'autorité parentale. Locke la qualifie d'opiniâtreté, de désobéissance obstinée, de résistance. Ce qui importe dans son analyse de l'obstination, c'est le remède qu'il invoque. Non pas tant les coups de fouet, bien sûr, mais le fait que la punition doit être répétée de manière régulière pour pouvoir venir à bout de cette mauvaise orientation de notre volonté. Il raconte l'histoire d'une mère qui se heurte à la désobéissance de sa fille et qui, je le cite, fut obligée de la battre 8 fois de suite, dans la même matinée, avant de réussir à vaincre son opiniâtreté et d'obtenir qu'elle lui obéît. Si elle s'était arrêtée plus tôt, si elle avait suspendu le châtiment à la 7e fois, l'enfant était perdu pour toujours. Mais ayant eu la sagesse de persévérer jusqu'à ce qu'elle eût plié son esprit et assoupli sa volonté, ce qui est le seul but de la correction et du châtiment, elle établit son autorité dès la première occasion. Cette anecdote souligne la dimension temporelle propre à l'acquisition de toute vertu. Cela prend du temps que de détourner certaines tendances naturelles de notre esprit. C'est certes plus rapide quand c'est effectué dès l'enfance, mais il reste que notre esprit n'est que progressivement façonné et plié dans une certaine direction. Il faut être d'autant plus courageux et persévérant quand l'acquisition des vertus est le projet d'un homme déjà constitué. Dans De la conduite de l'entendement, Locke explique le mouvement d'acquisition des vertus en établissant une analogie avec le corps. L'apprentissage corporel, tout comme l'apprentissage de vertus intellectuelles, procède à partir d'un mouvement qu'on pourrait nommer un mouvement de facilitation des traces. Je cite : « Les jambes d'un maître de danse et les doigts d'un musicien forment pour ainsi dire naturellement, sans pensée ni peine, des mouvements réguliers et admirables. Faites-leur changer leur rôle et ils tenteront en vain de produire des mouvements de ce genre avec des membres non exercés. Et il faudra beaucoup de temps et une longue pratique pour gagner ne serait-ce qu'une partie d'une semblable capacité. Il en est de l'esprit à cet égard comme du corps. C'est l'exercice qui le fait ce qu'il est. Autrement dit, pour contracter les bonnes habitudes intellectuelles, il faut procéder comme en gym. Il faut au départ se forcer à exercer une démarche intellectuelle qui est pénible, non naturelle. Ce premier passage, suivi d'autres exercices dans des situations similaires, aplanit les voies, rend les passages suivants plus aisés. L'esprit s'assouplit, devient au fur et à mesure plus maniable, jusqu'à ce que le terrain soit complètement battu. C'est-à-dire jusqu'à ce que l'on adopte l'attitude intellectuelle si facilement qu'elle se soit comme intégrée à notre nature. Comme on le voit, l'acquisition d'une vertu intellectuelle demande de notre part beaucoup d'efforts. Il faut donc qu'au préalable, nous soyons vraiment motivés par la fin à atteindre. L'obstination est justement cette vertu intellectuelle qui exprime notre motivation et notre souci pour la vérité, et qui, bien orientée, contribue à la réalisation de notre désir de connaître. L'exercice correct de l'obstination intellectuelle consiste à établir un juste milieu entre 2 vices, un vice par défaut et un vice par excès. Le vice par défaut peut être caractérisé comme un relâchement intellectuel. Étant donné que la perspective de connaître ne nous motive pas vraiment, on préfère abandonner aux autres les soucis liés à la recherche de la vérité. Cette attitude est une sorte de lâcheté intellectuelle. L'intérêt pour la vérité n'est pas assez fort pour susciter une authentique implication intellectuelle. C'est un vice assez répandu. Pensez à la manière dont beaucoup de gens vont se déterminer pour les prochaines élections. On va demander à ses parents, on va consulter les représentants de notre classe professionnelle. On leur laisse le soin de réfléchir pour nous. Locke condamne cette paresse intellectuelle. Il la caractérise comme une insouciance distraite, une tendance à lanterner. On imagine l'esprit voguant d'une opinion à une autre, de manière nonchalante, adoptant la première opinion qui passe ou celle la plus à la mode, mais se travestissant dès que le vent tourne.
C'est l'attitude de Stepan Arkadievitch, décrite par Tolstoï dans Anna Karénine. Je cite Tolstoï. Stepan Arkadievitch recevait un de ces journaux de couleur libérale, mais point trop prononcés, qui conviennent à la majorité du public. Bien qu'il ne s'intéressât guère ni à la science, ni à l'art, ni à la politique, il partageait pleinement sur toutes ces questions la manière de voir de son journal et de la majorité. Il ne changeait d'opinion que lorsque la majorité en changeait, ou plutôt il n'en changeait point. Elle se modifiait en lui imperceptiblement. Stepan Arkadievitch ne choisissait pas plus ses façons de penser que les formes de ses chapeaux ou de ses redingotes. Il les adoptait parce que c'était celle de tout le monde. Comme il vivait dans une société dans laquelle une certaine activité intellectuelle est considérée comme l'apanage de l'homme mûr, les opinions lui étaient aussi nécessaires que les chapeaux. Le relâchement intellectuel est donc une absence de fermeté. Si un point de vue est critiqué et s'il s'avère que nous y souscrivions, alors nous ne sommes pas prêts à le défendre. Nous préférons passer notre chemin. Cette attitude est celle d'un esprit girouette, délié, qui a perdu son goût naturel pour la vérité. À l'opposé, on trouve le vice par excès, qui prend la forme d'une obsession intellectuelle. On pourrait s'attendre à ce que, face au relâchement intellectuel, l'esprit qui est fermement tourné vers la vérité manifeste une force, une pugnacité féconde. Or, cet acharnement pour la vérité, loin d'être producteur, est plutôt suspect. C'est le signe d'un attachement démesuré à un parti. La personne empreinte d'obsession intellectuelle n'abandonnera jamais sa conception, alors même que cette dernière est manifestement absurde. Par conséquent, le vice par défaut et le vice par excès se rejoignent. Ce sont tous les deux les qualités de personnes non motivées par la vérité. Dans le vice par excès, cette indifférence se manifeste par un dévouement inconditionnel pour une opinion qui arrange. La personne semble s'engager activement dans la recherche pour la vérité, mais elle s'égare en cours de route. Elle n'est pas une authentique amoureuse de la vérité. Elle n'aime que l'apparence de la vérité, les titres, les privilèges que le fait de la posséder peut lui conférer. Le mois dernier, nous avons eu une illustration frappante d'un cas d'obsession intellectuelle. C'est ce qu'on a nommé la plus grande imposture musicale des temps modernes. On a découvert que plusieurs dizaines de CD de Joyce Hatto, une pianiste britannique décédée en juin 2006, sont en fait des copies trafiquées d'enregistrements d'autres pianistes. La pianiste souffrait d'un cancer depuis longtemps, vivait cloîtrée, mais malgré cela enregistrait des disques tous unanimement salués par la critique. Après enquête, il s'avère que son mari manipulait numériquement des exécutions d'autres pianistes. Il l'a fait pour sa femme, dit-il, pour que sa carrière se termine en apothéose. Dans son cas, l'amour pour la musique a pris la forme d'une obsession. Il a été perverti par une autre passion, par une fin annexe. Le désir que sa femme soit enfermée dans l'illusion de finir en beauté l'a emporté sur le désir de vérité. Cette idolâtrie pour une opinion ou pour une toute autre fin que la vérité cherche à se donner de la respectabilité, de la légitimité, mais ce n'est que l'expression de la paralysie intellectuelle. Une personne rigide intellectuellement s'épuise en vain à soutenir fermement ses convictions, sans apporter de nouveaux arguments décisifs. Elle s'enferme, elle est comme absorbée, possédée par la conception sur laquelle elle s'est fixée. Loin d'être une force, l'obsession intellectuelle est un esclavage de l'esprit. L'esprit a des œillères. Il croit s'engager sur le long chemin pour la vérité, mais il ne fait que battre de l'air, piétiner sur place, tourner en rond. C'est un cercle vicieux. C'est comme si, écrit Locke, on montait sur un cheval de moulin pendant qu'il tourne sur ses pas pour faire un voyage. Le milieu entre ces deux vices intellectuels prend justement la forme de l'obstination intellectuelle. On ne se décourage pas quand ce que l'on s'est attaché à défendre se révèle être une erreur. On continue de croire que la vérité constitue l'horizon de notre recherche et on met tout en œuvre pour l'atteindre. On multiplie les points de vue qui sont autant de portes d'accès en vue de l'établissement futur d'une vérité. Cette obstination éclairée et bien conduite, qui pallie les défauts du découragement et du zèle, donne à l'esprit toute la clairvoyance nécessaire pour poursuivre efficacement la recherche. Alors que l'obsession intellectuelle maintient l'esprit en captivité, le fait mouliner et ruminer sans rien produire de nouveau, le fait d'être sérieusement et sincèrement motivé pour la vérité donne beaucoup de liberté à l'esprit. La recherche s'effectue de manière scrupuleuse et intransigeante. Cela se répercute sur les découvertes. Elle ne se limite pas à un seul canton de la connaissance, mais tend à couvrir tout le territoire de la connaissance. Par un effet de rétroaction, cela rejaillit sur l'esprit.
Il est comme renforcé par les résultats acquis, il met d'autant plus de vigueur et d'énergie pour poursuivre. L'esprit n'est pas entravé, mais il acquiert de l'essor, de l'amplitude. En ce sens, les protagonistes de Flaubert, dans Bouvard et Pécuchet, ne font pas un bon usage de leur obstination intellectuelle. Ils font preuve de jusqu'au-boutisme dans leurs tentatives multiples de devenir experts en un certain domaine. La chimie, l'agriculture, la religion et même l'amour. Mais ils ne tirent aucun enseignement de leur odyssée désastreuse à travers le savoir. La raison en est que leur obstination n'est pas soutenue et encadrée par d'autres vertus intellectuelles, comme la pertinence intellectuelle. Cultivée par un esprit intellectuellement frileux et naïf, l'obstination confine très vite à la bêtise. Par contre, si, comme moi, il vous arrive parfois de regarder Thalassa, peut-être avez-vous vu ce bel hommage rendu à l'obstination intellectuelle. Il s'agit d'un reportage sur la traque des calamars géants par le scientifique japonais Kubodera. Kubodera cherche à photographier ces fantômes des abysses que sont les calamars géants, qui peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres de long. Plusieurs années de recherche et une expédition de 3 mois ont été nécessaires pour lui permettre d'atteindre ce graal de l'océanographie. Le reportage fait l'inventaire des échecs répétés de Kubodera au début de son expédition. Les filatures difficiles des cachalots, qui sont les principaux prédateurs des calamars géants. Les techniques sophistiquées employées pour mettre l'animal en embuscade. Les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des efforts déployés. Mais Kubodera ne se décourage pas. Il tire toujours un enseignement de son échec. Sa recherche se réoriente en s'adaptant aux caractéristiques de l'animal. Finalement, le calamar géant est photographié pour la première fois dans son milieu à plus de 1000 mètres de fond en septembre 2005. On a alors droit à de belles images de Kubodera manifestant sa joie, de manière toute contenue, certes, on reste au Japon, mais un plaisir et une émotion certaine qui contribuent à perfectionner sa recherche. On retrouve notre idée de départ. Les émotions intellectuelles ne sont pas étrangères à la connaissance. Elles en constituent au contraire le moteur. Un passionné d'océanographie fait d'autant plus de progrès dans ce domaine qu'il y trouve du plaisir. Une dynamique se met en place. On prend de plus en plus plaisir à faire ce que l'on fait. Et le plaisir que l'on ressent à réussir quelque chose rend notre acte encore plus parfait, puisqu'il nous motive dans la poursuite de nos efforts. Dans le cas de Kubodera, son aventure intellectuelle se poursuit avec d'autant plus d'aisance et d'engouement que le gouvernement japonais a mis à sa disposition un sous-marin pour qu'il puisse filmer les calamars géants. Son allant et son enthousiasme opèrent comme une force intellectuelle en lui suggérant toujours de nouvelles formes d'investigation. Donc, son esprit n'est pas perverti. Pour conclure, il s'avère que, contrairement à l'idée selon laquelle quelqu'un d'obstiné est tellement entêté qu'il ne sait tirer aucune leçon de ses échecs, l'obstination intellectuelle, comprise comme une assiduité infatigable dans la recherche de la vérité, ne rend pas l'esprit obtus. Elle l'élargit, elle lui donne une ouverture. L'esprit a une certaine latitude. La raison en est qu'il s'agit d'une obstination guidée par le seul souci de cette fin qu'est la vérité. Elle s'accorde alors les moyens appropriés pour parvenir à cette fin. Il ne faut donc pas prendre le cas pathologique de l'obsession pour la normalité de l'obstination. Loin d'être forcément un vice, l'obstination peut être une vertu, si et seulement si elle est bien guidée. Ce qui importe finalement, c'est la fin qui est visée. Ce n'est que la représentation de cette fin qui doit commander la mise en place des moyens appropriés à sa réalisation. Si cette fin est bonne, elle exige des moyens qui le sont également. Alors on peut se demander s'il ne vaudrait pas mieux parler de persévérance. Après tout, comme la persévérance, l'obstination implique l'inscription dans le temps. On continue de faire ce à quoi on s'est engagé. On en réaffirme durablement la volonté. Mais l'obstination comporte en plus une forme de ténacité, d'énergie. Une personne obstinée se met en peine. Son esprit est entièrement tendu vers la fin visée. Finalement, tout consiste à bien doser cette énergie. Il faut veiller à ce que dans son ardeur pour la découverte de la vérité, l'esprit ne s'emballe pas, ne s'échauffe pas, ne s'épuise pas dans des arguties qui tournent dans le vide. Alors que la persévérance implique une certaine constance dans la recherche, une égalité d'âme,
L'obstination est une disposition intellectuelle qui doit trouver son équilibre. Elle oscille entre un gaspillage de l'énergie intellectuelle et une dépense à bon escient. L'ardeur de l'esprit dans la recherche de la vérité est donc ambivalente. C'est une énergie positive nécessaire, mais qu'il faut constamment surveiller. Un trop-plein d'énergie pouvant étourdir l'esprit et faire en sorte qu'il s'emporte pour un autre but que la seule vérité. En tant que vertu, l'obstination intellectuelle consiste à faire un usage adéquat du désir de vérité. Elle donne du souffle à ce désir, elle l'anime s'il est trop émoussé, ou au contraire, elle le régule, elle l'oriente convenablement s'il cache une simple fermeté pour une opinion. Cette éducation de nos émotions cognitives contribue à forger notre caractère intellectuel et en ce sens, elle participe au travail de perfectionnement de nous-mêmes. Je vous remercie.